عسلامة ومرحبا بكم في الكبسول سانتي édition podcast spécial Octobre Rose. L'invité متاعي اليوم est une personne qui m'est très très chère. عبد très spécial, تعرفوها certainement par l'énergie, par l'amour de la vie. اليوم on va découvrir peut-être des aspects عمركم comme مريتوهم من l'invité متاعي اليوم. عسلامة تاتيانا. Aslema, bonjour, merci pour cette entrée en matière, je suis très touchée. Ça vient du Tu m'es également très chère. Ça vient du cœur. Je suis admirative et je vous aime beaucoup. Et au fur et à mesure, on se connaît encore plus. Je suis encore plus admirative et j'essaie d'être influencée moi aussi par votre amour à la vie, par vos valeurs. Et on va en parler aujourd'hui. Je suis très contente que mes followers auront l'occasion de vous rencontrer. Merci, c'est un plaisir partagé. C'est un plaisir partagé parce que nous avons des valeurs en commun, nous avons des amis en commun, nous avons, je pense, aussi un amour de la vie en commun et bien d'autres choses, mais on va le voir ensemble. D'accord, donc si on va commencer, pour les gens qui n'ont jamais eu le plaisir de rencontrer Tati de loin ou de près, comment vous allez vous présenter, disons. C'est qui Tatiana? Alors Tatiana, c'est une femme qui vient d'avoir 50 ans, qui s'est révélée depuis quelques années, qui a révélé le potentiel qui était en elle après des coups durs. C'est quelqu'un qui aime profondément la vie, qui s'est découvert une passion pour le sport, qui est quelqu'un d'engagé dans la communauté, qui aime par-dessus tout les contacts et les relations humaines avec les autres et qui aime profondément sa famille, bien sûr. Très très belle présentation. Aujourd'hui, pour la capsule, on va parler, bien évidemment aujourd'hui, on doit parler du cancer du sein, sensibilisation, comment vous l'avez vécu, comment vous vous projetez, comment on peut changer des vies aujourd'hui, comment tu as pu changer aussi à travers ce parcours. On va parler le défilé des guerrières, bien évidemment, et vos passions, et surtout vos projets futurs. Donc si on peut commencer par le volet qui est le moins glamour, on va parler la pathologie, le cancer, ou comme dit Nesrine, un coucou à Nesrine, le rôle. Donc si pouvez-vous nous parler comment vous avez appris que vous étiez malade, alhamdulillah, vous allez bien, et comment ça a changé votre vie le moment où vous avez appris que vous avez ce diagnostic. Ok. Alors on embrasse Nesrine, effectivement. Comment je l'ai appris? Alors c'était... En fait, le cancer s'est installé en 1 an, mais je ne le savais pas. C'est-à-dire que j'ai consulté pour une grosseur dans le sein, qui s'avérait être un placard de mastose, qui est quelque chose qui peut arriver aux femmes, moi que je ne connaissais absolument pas. J'étais plutôt rassurée parce que j'avais peur, mais mon gynécologue, voyant quand même que j'étais un peu flippée, m'a dit bon, je vais t'envoyer faire une mammo et une écho. Alhamdoulilah, j'ai fait la mammo et l'écho, il y avait rien. Sauf qu'en fait, il s'avérait que le cancer que j'avais, mais on l'a su 1 an après, était un cancer lobulaire ou lobulaire invasif, peu importe son nom, en tout cas assez rare, mais qui s'infiltre, c'est un cancer infiltrant, qui ne se voit ni à la mammo, ni à l'écho. Donc tu ne peux pas le déceler. Et en fait, il y a eu le Covid, Entre-temps, j'ai senti parfois des douleurs dans le bras, des poussées de fièvre. J'étais fatiguée, il fallait que je me repose. Et puis un jour, je vois que j'ai une espèce de mycose sur la langue. Donc là, pour les gens qui ne savent pas, quand tu as une mycose sur la langue, c'est que le système immunitaire déconne et qu'il y a des choses qui s'inversent. Donc je suis retournée voir mon gynécologue et j'ai bien senti qu'il y avait quand même quelque chose. Voilà, donc il a fallu que j'aille faire une ponction, que je refasse une mammo et une écho. Très clairement, ma radiologue m'a dit bon voilà, je n'aime pas le tissu fibreux, enfin l'aspect, etc. Et effectivement, j'ai eu la confirmation à ce moment-là que j'avais un cancer de stade 2. Là, inutile de te dire que le jour où on te dit que tu as un cancer, parce que quand on te dit cancer, tu penses mort, tu penses chimio. Donc là, le sol s'écroule sous tes pieds. Puis tu passes par plusieurs phases, des phases d'incompréhension, de colère, de déni, etc. Donc voilà comment ça s'est passé, et j'ai jamais
autant. Alors parfois je me marre parce que je me dis vraiment, Tatiana, t'aimes pas faire les choses comme les autres. C'est-à-dire, j'ai jamais autant voyagé qu'en temps de Covid, parce que j'ai fait le choix de me faire soigner en France. J'étais près de chez mes parents, avec mes parents, donc c'était quand même quelque chose d'hyper important aussi. Et on parlait tout à l'heure, le rapport à la famille, la présence de la famille, la chance que mon mari et mes enfants s'autogèrent. Enfin, mon mari a été obligé de prendre en charge tout ce que nous prenions en charge à deux, quand il n'y avait pas le cancer. Et j'ai jamais autant voyagé qu'en temps de Covid. Les avions étaient vides, je me rappelle, c'était assez incroyable, mais c'est une période, il y a des choses drôles, des choses attendrissantes, puis il y a des choses dures, parce que chaque fois que je rentrais, que je repartais, c'était très compliqué. Alors, parce que nous, on te connaît, si on raconte à nos auditeurs comment vous êtes en Tunisie Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, mon fils le plus grand, parce que j'ai 2 enfants, Massimo et Naël. Massimo qui va avoir 21 ans et Naël qui va avoir 14 ans. Massimo avait 8 mois quand on est arrivé. Je venais pour 3 ans. Je venais pour des raisons tout à fait professionnelles. Voilà. Et pour 3 ans, renouvelable 1 an, et au final, ça fait 20 ans. La Tunisie, c'est véritablement mon pays de cœur. J'ai rencontré mes amis. J'ai fait la majorité de ma carrière professionnelle, je m'y suis révélée professionnellement, personnellement, j'ai rencontré l'amour, mon mari, ça aussi c'est super important. Voilà, la Tunisie m'a beaucoup apporté, et à chaque fois je dis que j'espère aussi que je lui ai beaucoup apporté. C'est véritablement, voilà, mon pays de cœur. C'est-à-dire que je suis française d'origine et j'aime mon pays d'origine. Mais je pense qu'on peut aimer, voilà, de la même manière qu'on aime son père et sa mère, on peut aimer 2 pays à la fois. On le sent en fait parfois, c'est une confidence, on oublie que Tati elle est française, on s'emporte avec les anecdotes, on parle arabe devant elle, on s'emporte, on le sent pas que tu es française quand tu es avec nous. Écoute, tant mieux, mais par contre mon prochain défi et mon prochain challenge, bon il y en a d'autres que je dois mener pour le moment, mais ça va être, parce que ça c'est vrai que je me dis, attends Tatiana, en 20 ans de Tunisie, que tu parles pas le dialecte tunisien, c'est pas possible. Alors c'est vrai que je comprends des choses, des expressions, etc. Mais pas assez. Donc, dans une logique toujours de développement personnel, voilà, je me dis que il n'est jamais trop tard pour apprendre, et je vais me fixer ce prochain défi également. Le prochain podcast sera en dialecte tunisien, du coup. Deal. Donc, on a parlé de l'annonce, et je pense que la question qui se pose pas, comment tu as géré émotionnellement, on ne sait jamais comment on gère émotionnellement, même si on est médecin, même si on est oncologue, même si on est préparé, on n'est jamais prêt à gérer nos émotions, ni nous, ni la famille d'ailleurs. Et du coup, je veux parler défi. Le jour où vous avez pris l'annonce, vous avez essayé de la gérer. On va commencer un diagnostic et on va parler quel type de démarche thérapeutique vous avez pris. Je veux demander quel est le plus grand défi que vous avez rencontré dès qu'on a posé le diagnostic et on a posé surtout la démarche thérapeutique. Le plus grand défi pour quelqu'un qui aime la vie, qui croit en la vie, qui est quelqu'un plutôt d'optimiste, le plus grand défi, c'était de reprendre le lead. C'était de reprendre espoir, c'était de nouveau avoir la niaque, tu vois, et y aller, quoi, ne pas se démonter, se relever. Parce que il a fallu que j'accuse le coup, mais c'est normal comme n'importe qui, que ce soit pour la maladie ou pour autre chose. Mais à partir du moment où j'ai repris le lead, et puis le lead, tu le reprends pas en une fois, tu le reprends à des étapes clés, tu vois. Moi, il y a une étape qui a été vachement importante, et c'est là que tu vois que la famille, l'entourage et les médecins sont super importants et que tu fais équipe avec eux. Mon médecin, qui est un homme extraordinaire, mais véritablement extraordinaire, un amour des gens, un amour de son métier, etc. Quand il m'a annoncé le protocole, c'est-à-dire mastectomie, chimio, radiothérapie et hormonothérapie, la chose que j'ai retenue quand il m'a annoncé le protocole, c'est chimiothérapie. Là, j'ai commencé à pleurer, toutes les larmes de mon corps, et je me voyais sans cheveux, etc. C'est le cas de tout le monde d'ailleurs. Bien sûr, et c'est normal et c'est humain. Il m'a regardé, il m'a dit, Tatiana, t'es sur le chemin de la guérison. Et véritablement,
Tu vois, j'ai eu une espèce de claque émotionnelle quand il m'a dit ça. Et là, je me suis dit, mais attends, ma cocotte, allez, vas-y, quoi. Tu vas te relever les manches. T'as vécu d'autres choses dans ta vie. C'est pas ça qui va t'arrêter. Donc, voilà, c'était une des étapes. Après, il y a eu aussi le regard de mon mari, de mes parents, de mes beaux-parents, de mes enfants, bien évidemment. Comment vous avez expliqué Comment on à a vos proches? expliqué? Je sais même pas comment on a expliqué. De manière très simple que j'étais malade et que j'allais me soigner. Je me rappelle plus véritablement, pour être honnête, comment on l'a expliqué. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est effectivement un gros coup de massue pour les enfants, parce que à leur âge, on n'imagine pas que la maladie, que la vie peut s'arrêter, etc. Donc, je pense que eux aussi sont passés à une étape supérieure. Donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus où j'en étais. Tu vois, parce que parfois, quand tu revis des choses comme ça, c'est hyper émotionnel. Surtout si tu revis à chaque fois que je suis désolée, mais Non, je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a eu ces moments-là, parce que trop souvent, on pense que dans la vie, les choses sont acquises. Elles ne sont jamais acquises. exactement, ni les personnes, ni la santé, ni la vie en elle-même d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Si je reviens à la mastectomie, le médecin vous a dit qu'il allait enlever la tumeur ou il vous a annoncé que ça sera une mastectomie dès le début? Mastectomie dès le début, puisqu'en fait, la tumeur faisait 10 centimètres. Quand je te dis qu'elle avait eu le temps de s'installer en un an, elle a vraiment eu le temps de s'installer. Mon chirurgien de l'Institut du Sein à Paris, qui lui aussi est un homme, tu vois, tu rencontres vraiment des gens... il est phénoménal, quoi. C'est un monsieur, juste en une minute, mais qui a créé l'Institut du Sein à Paris parce qu'il s'est rendu compte que les femmes, quand elles arrivaient dans des cliniques, elles arrivaient dans des endroits blancs, voilà, sans âme. Il voulait quelque chose de personnalisé, il voulait quelque chose de plus cosy, enfin voilà, où les femmes se sentent bien et surtout être dans la réassurance. Et moi, il a été véritablement dans la réassurance, c'est-à-dire que il m'a expliqué dès le début, il m'a dit, on va te faire une mastectomie, donc on va tout enlever. On prend pas de risque. Les deux? Non, pas les deux. J'ai la chance d'en avoir gardé un. Ouais, alléluia. Alhamdoulilah. Et après, il m'a expliqué pour la reconstruction, et tu vois, quand j'en parlais avec les gens, c'était un moyen de faire un trait d'humour, mais je disais voilà, mon cadeau à la fin, ce sera que voilà, j'aurai une nouvelle poitrine. Voilà, c'était une forme de cadeau, c'est une forme d'objectif que je me fixais. Donc il a été très clair, il m'a expliqué, il m'a dit après il y a la reconstruction. Je peux te faire la reconstruction après, mais voilà le risque avec la radiothérapie. Et en effet, les risques sont nombreux et que ça s'abîme. Et du coup, j'ai préféré, je me suis dit, quitte à faire les choses, autant les faire bien. On va attendre tout le protocole et on fera la reconstruction à la fin, qui est aussi bien une reconstruction physique, c'est extraordinaire parce que tu renoues avec ta féminité, mais qui est une reconstruction psychologique. Exactement, c'est le trophée après le combat. Mais c'est exactement ça, voilà, tout à fait. Si je veux bien expliquer cette partie en arabe en fait. Tatiana صار لها دياغنوستيك بسرطان ثدي كي تري تري راغ اللي ما نجموش يفيقوا به من الاول بالمامو والايكوغرافي. الطبيب نتاعها من الاول عمل لها لانونس نتاع البروتوكول ثيرابوتيك انه باش نحيو ثدي من الثديين اوتوماتيك معناها في الكا نتاعها كي ني با اوتوماتيك دون لي زوتر كا ينجموا طب اخرين ينحيو جوست لا تومور مي دون سو كا كان لازم يتنحى السان الكل ومن بعد تدخل في ان بروتوكول صعيب تنزيدو نحكيو عليه اللي فيه لا شيميوثيرابي لا راديوثيرابي. احسن حاجه قالتها تاتيانا انه بعد البروتوكول هذا عملت ريكونستيتيوشن مامير. قالت كان الهدف انه نبرا ونكمل البروتوكول الكل وكيما الجائزه اللي ناخذها في الاخر. chose que beaucoup de femmes vivent et je veux saluer ma belle-mère par la même occasion qui a du mal à accepter au début mais qui était très courageuse, qui a fait un effort de nous montrer que tout allait bien et elle avait d'autres problèmes de santé qui l'empêchaient de faire la reconstitution mammaire. Elle avait fait l'AVC et tout, si c'est pas discret pour elle. Mais quand elle a fini par accepter, ce qu'elle dégageait d'amour et de résilience, d'ailleurs d'où on arrive, c'était l'une des plus grandes leçons de ma vie. En tant que jeune femme de 30 ans,
de la voir aussi courageuse, d'accepter que une partie de son corps, on l'abandonne pour la maladie, parce qu'il la prend avec lui, mais c'est là où une nouvelle vie commence. C'est ça, exactement. Et cette résilience, elle est très importante. Il y a une forme de... C'est à la fois, tu fais d'un coup dur de la vie une force, mais il y a une forme de lâcher prise aussi. Et quand tu lâches prise, c'est toujours beaucoup plus facile. C'est pas facile, hein, parce que voilà, on veut garder le contrôle, etc., etc. Mais moi, je sais que tu vois, quand j'ai eu la mastectomie, je me suis affichée en maillot de bain. On voyait bien qu'à un moment, j'avais un sein et puis à un endroit, j'en avais plus. Je l'ai même arboré quelque part fièrement en disant, voilà, c'est mon combat, c'est le combat d'une vie. Il va voir à qui il a affaire. Voilà, c'est ça en fait. Je me rappelle, il y a 4 ans, Sarah, elle m'a dit une phrase qui est gravée dans ma mémoire. Elle m'a dit, parce que je n'ai plus de sein, je manque de quelque chose par rapport aux autres femmes? Non. Moi, j'ai quelque chose de plus. C'est mon expérience. C'est ce que j'ai vu. Je manque pas de quelque chose, mais plutôt, j'ai quelque chose de plus. C'est magnifique. Tu deviens philosophe, c'est vrai, quand tu passes par des moments comme ça. On l'embrasse aussi, Sarah. Aussi, on l'embrasse très fort. C'est une jeune femme extraordinaire. Nous, on s'est connus il y a 20 ans. On a travaillé ensemble au tout début. Elle a bifurqué. Et après, la vie nous a fait nous retrouver. C'est quand même incroyable. En tant que deux très belles guerrières qui défilent au théâtre municipal de Tunis, on en parlera après. Ouais. Et du coup, si on revient un peu vers la chimio, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a peur de la chimio par rapport aux effets secondaires. Mais on ne parle presque jamais dans les réseaux à quel point c'est une thérapie qui te redonne la vie. Yes. Donc c'est dur. C'est dur. C'est dur. La chimio, c'est vrai que c'est dur. On va pas se voiler la face. On va pas dire que c'est facile et qu'on y va comme ça, la fleur au fusil. En revanche, moi, tu sais comment je l'appelais, la chimio? Parce que j'ai beaucoup lu Astérix et Obélix quand j'étais petite. Je l'appelais la potion magique. Et quand je voyais, quand j'allais à la clinique de la porte de Saint-Cloud, je les voyais aller préparer les chimios. Le monsieur, je l'appelais Panoramix, alors ça faisait beaucoup rire. Mais tu vois, il y a une forme d'humour à un moment qu'il faut avoir pour appréhender les choses différemment. Donc la potion magique, il fallait en passer par là. Et en effet, c'est dur, ça tabasse. Il y a des chimios plus dures que d'autres. Il y a celle qui fait perdre ses cheveux, il y a celle qui les empêche de repousser, etc. Mais en attendant, ça empêche, voilà, les cellules de se démultiplier, parce qu'au final, le cancer, c'est pas quelque chose que tu attrapes de l'extérieur. C'est quelque chose que tu as déjà à l'intérieur. Ce sont des cellules qui s'excitent, si je puis dire. Donc voilà. Donc la chimio est absolument nécessaire. Oui. Et puis on réagit pas tous de la même manière. Et puis, c'est aussi un moyen, après, d'apprendre, quand on n'a pas forcément été toujours respectueux avec son corps, ce qu'on lui donne, à manger, à boire, etc., apprendre à vivre différemment. Et si on parle aussi, du coup, des facteurs de risque, quels facteurs de risque vous en avez? Les facteurs de risque, ils sont très nombreux dans le monde dans lequel on vit. Mais les facteurs de risque sont la manière dont on s'alimente, le sucre. Le sucre est un véritable poison. Véritablement. Je parle pas du sucre naturel, hein. Je parle vraiment qu'on ajoute au café. Du sucre raffiné. Il y a une consommation de sucre qui est absolument incroyable. Partout, en Tunisie, c'est quelque chose de très vrai. Donc, l'alimentation, la cigarette. Je suis une ancienne fumeuse. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est ce que je dis à chaque fois, d'avoir arrêté de fumer. Mais la cigarette, l'alcool, bien évidemment. Alors voilà, c'est comme tout. Après, il faut doser dans la vie. L'hygiène de vie. Exactement. Et alors là, parle pas des facteurs de risque, mais de quelque chose qui peut vous aider à aborder la vie différemment, à aborder la maladie aussi différemment et à lutter. Ça veut pas dire qu'on va pas être malade, mais en tout cas, ça permet quand même d'éloigner certaines choses, certaines maladies, certaines pathologies. C'est le sport. On n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup de médicaments
Mais pour moi, le premier médicament qu'on devrait donner, moi, j'ai pas eu cette éducation non plus où voilà, le sport était quelque chose de valorisé. J'ai fait du sport un petit peu quand j'étais jeune, comme tout le monde, de la danse, etc. Mais c'était pas quelque chose où on me disait véritablement le sport, il faut que t'en fasses parce que tu vas voir, tu vas te révéler, tu vas. Et je l'ai appris sur le tard. C'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Mais le sport est un excellent médicament naturel qu'on se procure soi-même pour soi-même. Exactement. Et vous pratiquez beaucoup. D'ailleurs, vous influencez les jeunes pour faire plus de sport. Moi, je vous ai vu dans plusieurs marathons, dans plusieurs manifestations. Je vous ai vu même 2021, si je me rappelle bien, ou 2020. Vous étiez encore, vous venez de sortir de la chimio. Vous avez fait le marathon avec nous. Vous avez fait le marathon avec nous Absolument. à Nora. Alors, j'ai commencé à courir quand j'ai arrêté de fumer. Et c'était très bien. Heureusement que j'avais arrêté de fumer et commencé à courir. Ça veut dire que quand il y a eu la chimio, quand il y a eu les traitements, je n'ai jamais arrêté de pratiquer du sport. Je le pratiquais différemment, parce que parfois j'étais très fatiguée, mais je n'ai jamais cessé de faire du sport, même sous chimio. Cette pratique sportive, elle m'a permis de me dépasser, de me développer. C'est-à-dire qu'au début, en général, on fait du sport pour perdre du poids. C'est pas grave, hein, faut bien commencer. Puis après, on fait du sport parce qu'on rencontre des gens super, parce qu'après, on fait du sport parce qu'on se met des challenges. Après, on fait du sport parce qu'on a envie d'avoir plus de muscles. Enfin voilà, il y a plein de choses. À la fin des traitements, mon mari m'a proposé de courir 3 marathons. Au final, on en est au 4e, enfin lui au 5e, moi au 4e. Donc un marathon, c'est 42 km, un semi-marathon, c'est 21 km, puis après il y a des courses. Et moi j'ai terminé mes traitements, si je ne dis pas de bêtises, je suis pas très copine avec les années, mais je pense que j'ai terminé mon traitement fin premier semestre, on va dire mai 2021, et j'ai couru mon premier marathon en novembre 2021. Donc C'était octobre. Je me rappelle très bien, j'ai toujours les photos. le marathon, la course de Nouran. Exactement. Mais moi, je parle du marathon du vrai Nice. Marathon, d'accord. Un vrai marathon de 21 km. De 42 km, celui-là. 42 d'accord. km, ouais, le marathon de Nice. Voilà, donc c'était le premier. Et là, j'en suis à 4. Et comment vous vous sentez après la course? Ben, c'est extraordinaire parce que il y a une phrase que je dis à chaque personne, que ce soit par rapport à la maladie, que ce soit par rapport au sport et par rapport au running, c'est si tu veux courir, tu cours 1 kilomètre. Si tu veux changer ta vie, tu cours un marathon. Tu cours un marathon, tu ne vis plus de la même manière. Parce que tu t'es réalisé, tu t'es consacré à quelque chose pendant 3 mois, parce que c'est des plans d'entraînement, tu mets ta vie entre parenthèses, ta vie sociale, c'est une alimentation, etc. Mais derrière, enfin voilà, la fierté, elle est inégalable et inégalée. The achievement. Exactement. Alors si je vais demander sur le soutien et les ressources, quelles sources de soutien, qu'elles soient émotionnelles ou physiques, ont été les plus importantes pour vous? L'amour de ton entourage, le soutien de tes proches, de tes amis, de ta famille, de ton cercle de connaissances. Il y a des personnes qui se révèlent, que tu vois, qui étaient déjà dans ta vie, mais qui arrivent plus précisément dans ta vie, qui te soutiennent d'une façon incroyable. Tu as des gens parfois qui peuvent aussi s'éloigner parce qu'il y a la peur aussi de la maladie. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est pas quelque chose qui s'attrape, c'est quelque chose que tu as à l'intérieur, qui se développe ou pas. Donc ça a été un soutien de taille, tout le personnel médical, bien évidemment, les médecins. C'est essentiel. Après toutes les lectures que j'ai pu avoir en termes de développement personnel, en termes de compréhension du cancer, pourquoi, comment on peut s'auto-générer des angoisses, des maladies, et que c'est pour ça que le fait de travailler sur soi est extrêmement important, de prendre soin de soi, de sa santé aussi bien mentale que physique. L'alimentation c'est aussi la clé. Donc 80% de ton bien-être va résider quand même dans ce que tu vas faire de ta vie, la manière dont tu vas t'alimenter. Puis il y a effectivement toute la partie relative au sport. Voilà sont pour moi les éléments clés. Alors j'en oublie peut-être, mais c'est les principaux qui me viennent. Et vous m'aviez dit avant que vous avez trouvé le refuge dans la lecture.
Oui, absolument. Alors c'est marrant parce que je me suis constituée vraiment une bibliothèque de développement personnel, tu vois, qui contient des livres comme Le pouvoir du moment présent, les accords Toltec, l'art subtil de s'en foutre. Là, il y en a un en anglais sur lequel il va falloir que et j'adore le titre. C'est Feel the fear, but do it anyway. Donc, Feel the fear, but do it anyway. ouais. Alors, si vous allez recommander un livre, ça sera celui-là? Bah écoute, je ne l'ai pas encore lu, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est vraiment voilà. Et donc je lis des ouvrages qui me permettent de mieux comprendre les choses, les autres, la vie et moi. Et dans tout ça, est-ce que c'est important d'avoir des femmes qui passent par la même chose ou qui sont passées par la même chose? Alors c'est important d'avoir des femmes qui sont passées par la même chose. Moi, j'ai besoin dans ma vie d'avoir une, entre guillemets, si je peux dire, cohorte de femmes qui m'inspirent. C'est-à-dire que j'ai des femmes dans mon entourage. J'ai cette chance-là d'avoir des tas de femmes qui sont inspirantes pour des raisons différentes les unes des autres. Et oui, bien sûr qu'on a besoin d'avoir ce rapport à d'autres femmes qui sont passées par la maladie ou qui passent par la maladie pour pouvoir échanger et être rassurées. C'est vrai que c'est un élément clé. Et je vois aussi que vous vous êtes consacrée pour aider d'autres femmes aujourd'hui, à travers des manifestations, à travers des organisations. Absolument. Et si on en parle plus? Oui, alors, et d'ailleurs, j'ai opéré une transition professionnelle depuis peu de temps, que je suis en train de structurer. Mais à partir du moment où j'ai commencé à changer de vie, professionnellement aussi, j'ai pris en charge pour le compte d'une grosse entreprise, d'une multinationale, toute la partie engagement, bien-être, communication aussi, et de façon plus large, responsabilité sociétale d'entreprise. Et là, en fait, j'ai vraiment épousé une fonction des responsabilités qui me permettent, qui me parlaient, qui me passionnaient, qui me passionnent et qui me permettent de me réaliser. Ça inclut effectivement tout ce qui est diversité et inclusion. Donc on parle des femmes aussi, bien évidemment, et on parle du bien-être, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aider des organisations, des femmes, à pouvoir développer tout ce volet, toute cette partie, parce que qui mieux qu'une personne qui est passée effectivement par des moments durs et qui a su faire preuve de résilience, se développer et acquérir des compétences, du coup, des compétences de vie, pas que des compétences professionnelles, des compétences de vie, qui peut que mieux que cette personne les aider dans cette démarche. Donc oui, en fait c'est un package, c'est un grand tout. Donc, qu'est-ce qui vous a aidé à être aussi positif dans tout le process? Je pense sincèrement que j'ai toujours été, même petite, j'ai toujours été quelqu'un qui avait le goût dans la vie, le goût des autres. Et d'ailleurs, combien de fois je me suis entendue dire: tu es trop gentil, tu es trop ceci, tu es trop cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut être dans la vie? Il faut être trop méchant. Alors, par contre, il faut réussir effectivement à se blinder, parce que la vie n'est pas simple. Mais tu peux faire preuve de bienveillance, et on appelle ça, voilà, une des femmes qui m'a inspirée dans ma vie professionnelle, elle disait avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est exactement ça. Donc tu te protèges, mais en même temps tu restes bienveillante. Tu perds pas tes valeurs. Tu perds pas tes valeurs. Tu laisses pas la vie t'abîmer en fait. Et les gens méchants, parce qu'on en rencontre tous les jours. Donc ils sont pas méchants volontairement, ils sont méchants parce qu'en fait ils n'ont pas trouvé d'autres armes. Peut-être. Et je pense que les armes, en fait, entre guillemets, à un moment, tu les déposes et tu te sers d'autre chose. Tu te sers de ton intelligence, tu te sers de lecture, tu te sers de l'art, tu te sers de la danse, tu te sers du sport, tu te sers de ton milieu social. Voilà. Donc il y a eu un changement dans votre manière de vivre, dans votre carrière, dans vos directions. Ça a changé toute ta vie dans une très très belle direction, ce que je vois. Et aujourd'hui, que direz-vous à une personne qui vient tout juste
d'avoir un diagnostic similaire? Ben, je lui dirais que c'est peut-être la promesse. Je dis peut-être parce qu'après, il faut que chacun décide de son avenir, mais c'est peut-être la promesse d'une nouvelle vie. C'est-à-dire que moi, ce que je m'autorise à faire aujourd'hui, je ne m'autorisais pas à le faire avant. Avant, tu m'aurais pas dit que je me produirais dans un théâtre, on va en parler certainement après. Tu ne m'aurais pas dit que j'allais faire des podcasts, tu ne m'aurais pas dit que je prendrais la parole sur des événements avec des tas de personnes. Voilà, parce que je ne m'en pensais pas et je ne m'en savais pas capable, je ne connaissais pas mon potentiel et aujourd'hui, effectivement, ce potentiel, je me laisse le droit de l'épouser. Donc ces personnes-là, je leur dirais, c'est la possibilité, la promesse d'une nouvelle vie. Ok, tu vas passer par une période pas cool, pas sympa, mais après t'as la lumière. Et t'as la lumière et tu peux être cette lumière et l'incarner. C'est très beau de l'entendre. Donc, on va parler avenir et résilience encore une fois. Et tout à l'heure, je vous ai entendu parler de gratitude. Oui. Donc, comment vous envisagez l'avenir? Quelles sont vos aspirations aujourd'hui? Et on entend le message à travers le podcast, mais si c'était des messages directs, si vous me parlez encore plus de gratitude, de résilience, d'accepter son sort d'une façon ou d'une autre, mais après de changer son avenir, comment on peut parler de tout ça? D'où le bouquin Feel the Fear, but do it anyway. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Faut pas avoir peur d'aller dans le sens contraire que votre famille parfois attend de vous, que les gens attendent de vous. Faut pas avoir peur de se planter parce que on peut aussi, et de toute façon nos succès sont constitués aussi d'échecs, petits ou grands. Voilà, faut pas avoir peur d'y aller. Ou en tout cas, même si on a peur, il faut y aller et croire en soi. Parce qu'on a un potentiel, parce que je pense qu'on a tous une mission sur Terre. Voilà, qu'on soit croyant ou pas, je pense que véritablement on a une mission. Et puis, le fait de réaliser des choses qui nous apportent humainement. C'est-à-dire que moi, je fais pas juste des choses en me disant, voilà, financièrement, qu'est-ce que ça va me rapporter? Parce que le côté financier, ok, est important, mais je pense que plus tu fais les choses avec passion, plus effectivement ça marchera. C'est ma manière de voir les choses. Après, j'ai pas la science infuse. Il y a un mot en anglais que je trouve pas de synonyme, fulfillment. Oui. Quand tu fais des choses que tu aimes, c'est le sentiment que tu ressens. Oui, en fait. je dirais un petit peu se réaliser, être aligné, c'est exactement ça. Ouais, c'est un beau terme d'ailleurs. Je n'ai jamais trouvé de synonyme. En anglais. Ouais, non, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut surtout pas traduire littéralement. Donc fulfillment, oui, tout à fait. Ouais, être vraiment en accord avec soi. Tu es bien avec tes défauts, tes qualités, tu profites de tes qualités, tu avances avec ton potentiel et tu découvres au fil des expériences ton potentiel et cette expérience vous a permis de réaliser un de vos rêves. Alors je vous ai vu, c'était un moment magique pour moi en tant que spectatrice. J'ai pleurniché tout au long du spectacle, même si j'étais présente aux répètes et j'ai pleuré dans les répétitions. Oui. Et je vous laisse nous parler de ce spectacle, ce défilé de guerrières qui s'est transformé cette année en un spectacle extraordinaire. Comédie musicale, upgrade exceptionnel. J'avais 2 femmes près de moi qui n'avaient pas l'habitude d'assister à ce genre d'événement. Elles étaient là au hasard et m'a demandé, elles sont connues, les artistes? Je lui dis non. Vous rencontrez les guerrières. Ça, ce sont des guerrières. Et si on parle plus de ce spectacle... Qui se sont transformées hier en, comme nous disait le metteur en scène, il nous appelait les comédiennes. C'est extraordinaire de se faire appeler une comédienne. Moi qui, petite, rêvais dans mon salon en dansant d'être un jour connue. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, même si c'était qu'un soir de gloire, c'était un soir. Et pour ça, je dois le célébrer, avoir de la gratitude. C'est extraordinaire. Alors juste, je voulais revenir sur un élément parce que tu disais avant, et je reviens tout de suite après, je switch sur la comédie musicale. Tu parlais de s'accepter, d'accepter ses défauts. Oui, on a des défauts, et oui, c'est pas grave, on n'est pas parfait. Mais à partir du moment où on les accepte, on vit beaucoup mieux, et puis on arrive surtout beaucoup mieux à optimiser ses zones de génie et ses qualités. Donc ça, c'est important. Je retourne sur la comédie
musicale. Donc, 3e édition, on a commencé la première année par un défilé. Tout simple, mais c'est pareil, quand tu n'es pas mannequin, bah, pour apprendre à défiler et devant des personnes, c'est quelque chose d'assez flippant, mais d'assez exciting. La 2e année, l'idée, c'était de mettre les partenaires, de valoriser leur rapport, les partenaires, les familles. Et donc, on a appris à danser la valse. C'est pareil, quand t'es pas danseur, t'apprends à danser la valse. Et on a fait un défilé. Et alors cette année, il y a eu un upgrade de folie parce que on est un peu fou, mais on adore ça. Mais voilà, la vie mérite d'être vécue avec un peu de folie. On s'est attaqué au Théâtre de Tunis. Tu sais, moi, il y a 20 ans, quand je suis arrivée, j'ai vu un spectacle au Théâtre de Tunis. Si j'avais pensé qu'en 2024, j'aurais ma tête affichée, placardée sur le Théâtre de Tunis et que je m'y produirais, mais je t'aurais dit no way, c'est pas possible. Donc en fait, la vie, elle est pleine de ressources et de surprises. Et donc c'était extraordinaire. Alors moi je voudrais remercier encore une fois Femmes Maghrébines en la personne de Rim, de Aïcha, de Nesrine, sans qui ce ne serait pas possible. Moi Nesrine, je l'ai rencontrée dans le milieu associatif. Parce que comme je te l'ai dit, je suis très active dans le milieu associatif, sportif, etc., dans la société civile de façon générale. Et c'était aussi le cas quand je bossais dans cette grosse entreprise. Donc les remercier aussi les créateurs, Naksha, Latifa, mais également Leïla. Rarsala, Tej Rarsala. Exactement. Merci de l'avoir prononcé à ma place. Merci, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Pierre, qui a été Pierre Lamoureux, le metteur en scène, qui a dansé, etc. Hamdi, qui était extraordinaire. Voilà, il a quand même partagé un moment extrêmement fort. Il n'était pas obligé de le faire. Le fait qu'il soit lui aussi en train de lutter contre ce cancer. Qu'on soit lui, quand on est solidaire, on l'adore. Et il a toujours été aussi passionné par ce que vous faites, et hier, les émotions qu'il a dégagées étaient... Et nous, on s'est rencontrés professionnellement aussi il y a quelques années. Et tu vois, la vie, encore une fois. Toi, qui étais là, également pour ton support, Anen, qui est une copine de longue date, que j'embrasse aussi, que j'ai eu ce matin d'ailleurs au téléphone, elle qui me dit, vous devez être crevés. Bah oui, mais on tient sur les émotions et sur l'excitation. Donc, non, c'était vraiment un moment fabuleux. Et toutes ces guerrières, je vais pas les nommer parce que ce serait trop long sur les podcasts, mais toutes ces guerrières qui sont devenues des amies, des sœurs, des collègues, voilà, avec qui on vit des moments fabuleux. Ah, il y a Gadour aussi que j'ai pas cité, qui est le chorégraphe. Exceptionnel. Ouais. La chorégraphie qui était déjà avec nous l'année dernière. Non, un merveilleux moment. Enfin, je veux dire, jouer 4 tableaux au Théâtre de Tunis, qui est un lieu prestigieux. Avec Lotfi Bochner dans le public. Oh là là, ouais. Avec Lotfi Bochner dans le public, qui était dans toutes les émotions possibles. Et merci de le citer parce que je l'ai vu hier. J'ai été l'embrasser. Je lui ai demandé si on pouvait faire une photo ensemble. Il m'a embrassée. Je lui ai parlé de son fils. Je lui ai dit, mais c'est magnifique. Vous êtes une grande famille d'artistes passionnés. D'artistes passionnés, engagés et tellement humbles. Donc, non, c'était extraordinaire. Puis sur les 4 saisons de Vivaldi, qui ne connaît pas les 4 saisons de Vivaldi? Même si on connaît pas peut-être le nom, mais on connaît la mélodie. Absolument. Qui nous a emmenés dans les émotions. Ouais. Et Pierre qui incarnait le concert, qui vous touchait. Vous étiez sur scène l'automne, le printemps, l'été. Tu vois, même quand on parle, moi, c'est prenant. On a des frissons. C'était un grand moment de théâtre. Exactement. Un grand moment de théâtre. Et avec les filles qui chantaient aussi, qu'on salue, de très belles chansons, hymne à la joie, hymne à l'amour. Ouais. Et c'était un moment exceptionnel. C'était un plaisir de voir des copines à moi dans le public, d'avoir des médecins, d'avoir des gens qui ont vécu le Razi concert. était là avec Selma. Oui, on les embrasse aussi. On les adore. Oui. C'est parmi les personnes qui ont changé ma vie dans leur façon d'être, comment ils traitent les patients, comment ils vivent, comment ils se donnent pour la femme tunisienne, disons,
et pour l'avenir de la médecine et l'oncologie en Tunisie. Ils sont extraordinaires parce qu'ils ont à la fois l'expertise et la bienveillance. Ils ont su garder une simplicité extraordinaire. C'est pareil, j'ai des copines qui sont venues hier. J'avais ma famille, bien évidemment. J'avais mon grand-fils qui est en France, qui est arrivé hier. Qui était très fier. Il participait, ouais. Il m'a dit, tu sais, maman, il m'a dit, il était jamais venu dans un théâtre déjà. Donc ça c'est super. En plus voir sa maman, donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et il m'a dit j'ai eu des frissons. Il m'a dit j'ai failli verser ma larme. J'ai failli, il l'a pas versé mais il l'a failli. J'ai versé pour 2, donc c'est pas grave. J'ai versé des larmes pour 10 personnes, donc c'est pas grave. Tati, je ne sais pas quoi dire, je suis submergée d'émotions, je suis très contente que vous soyez aujourd'hui ici chez moi à Talk. Aussi, oui. Contente que les gens vont voir la beauté de Tati, la beauté intérieure et ce que vous dégagez. On espère qu'on sera là pour d'autres femmes, qu'on va inspirer des femmes. Vous n'êtes pas seuls, on est là pour vous. Merci d'avoir accepté aussi rapidement et aussi spontanément et avec délicatesse cette invitation. Je suis très contente et fière de vous avoir aujourd'hui avec nous, l'équipe aussi. Donc je vous laisse le dernier mot. Écoute, le dernier mot, c'est merci la vie, merci à moi et merci à toutes les personnes qui me font confiance, de près ou de loin, de me permettre de vivre de telles émotions, de me permettre de toucher du doigt un certain nombre de rêves que j'ai sur ma bucket list et voilà, je compte bien ne pas m'arrêter là et continuer sur ma lancée tant que ce sera possible et tant que je serai sur mes 2 jambes. On va se donner un rendez-vous pour un autre podcast hors Octobre Rose pour les objectifs professionnels et une autre leçon de vie. Contente de vous avoir eu et on dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci.